Bonjour à toutes et tous. On va encore attendre 2-3 minutes afin que tout le monde ait le temps de se connecter, puis nous commencerons ce webinaire. Nous allons commencer. Tout d'abord, bonjour et bienvenue à toutes et tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire dédié à l'éco-conception de son titre Source de performance inexploitée par votre entreprise. Donc, pour me présenter brièvement, je suis Benjamin Dutrion, chargé de mission développement durable au sein du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Florian, je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, au cours de ce webinaire, nous allons vous présenter tout d'abord ce qu'est le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, Florian se présentera. Excusez-moi, je laisse rentrer 2 personnes. Nous allons faire une brève introduction, puis ensuite un retour d'expérience sur un cas concret sera présenté par Florian. Et nous finirons ce webinaire par quelles aides de financement possibles dans des programmes d'éco-conception.
Je vais donc vous rappeler ce qui est le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on est une organisation patronale au service de toutes les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre engagement, il se manifeste par une représentation permanente, mais également par la mise à disposition de services et d'accompagnement pour répondre aux besoins des entreprises de notre territoire. Ce webinaire-là, il est proposé dans le cadre du programme Éco-conception, mené par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec l'ADEME et le pôle Éco-conception. Ce programme, en fait, il a plusieurs objectifs. Il a de sensibiliser, de former et d'accompagner toutes les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il propose aux entreprises, d'une part, des sections collectives à travers des webinaires et d'autre part, des ateliers de formation. Et là, il s'agit là d'un programme entièrement gratuit et à la carte. Je reviendrai en fin de webinaire là-dessus pour vous expliquer de manière plus détaillée. Juste avant de commencer, j'aimerais juste vous signaler qu'en fait, ce webinaire est enregistré afin que je puisse retravailler dessus derrière. Vous pouvez poser toutes vos questions via le chat. Nous tenterons d'y répondre en fin de présentation. Et juste avant de laisser la parole à Florian, nous vous enverrons le support de présentation par mail. Merci. Merci Benjamin. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Parfaitement. Super. Donc moi, pour me présenter rapidement, je suis Florian Ribeiro, ingénieur conseil éco-conception au pôle éco-conception. Donc le pôle éco-conception, c'est une association d'industriels, centre de ressources nationales sur cette thématique de l'éco-conception avec des actions au niveau national, mais aussi au niveau régional. Dont l'investissement dans ce programme éco-conception et d'autres éléments, vous le verrez après. De manière générale, je conseille les entreprises sur la mise en œuvre de l'éco-conception, sur des sujets, des thématiques particulières. Voilà, tout ce qui gravite autour de l'éco-conception peut intervenir sur ces sujets-là et on est une équipe un peu plus large aussi qui peut intervenir également. Donc, pour vous expliquer, pour rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de reposer les bases de l'éco-conception. Donc, l'éco-conception, c'est avant tout une définition à bien avoir en tête, en lien notamment avec la norme ISO 14006. Nous, c'est l'une des définitions qu'on préfère. Il y en a une multitude. Celle-ci est assez complète et intéressante. C'est une approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux dans le processus de conception et de développement dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Donc, on va faire un pas de côté à un moment donné pour réfléchir autrement les produits, les services, dans l'objectif de réduire les impacts environnementaux. Et pour arriver à ça, on va avoir une méthodologie. Donc, je vais reprendre un petit peu tout ça sur le webinaire pour poser certaines bases pour comprendre ce que c'est ce sujet de l'éco-conception. Donc déjà, c'est une approche produit-service. Donc on va regarder un produit, un service. Ce n'est pas une approche organisme où on va regarder toutes les activités d'une entreprise, tout ce qui se passe par exemple à l'intérieur des murs de l'entreprise, on va dire quels sont les impacts environnementaux. Non, on va reprendre un produit, un service, on va regarder où se situent les impacts pour ce produit ou ce service pour essayer de les réduire. Ça ne veut pas dire que c'est des approches opposées, les approches produit-service et approche organisme, mais c'est bien des approches complémentaires, c'est-à-dire qu'on va avoir une vision quelque part organisme avec des démarches globales, RSE, système de management environnemental ou autres, qui vont donner des grandes directions à une approche produit-service. Mais cette approche produit-service sur des éléments concrets va donner également de la matière à l'approche organisme. Et donc tout ça se sert mutuellement pour s'engager concrètement dans la logique de réduction des impacts environnementaux. Donc voilà, une approche produit-service. Donc pour le produit, c'est assez simple. On va avoir une vision cycle de vie multi-étapes d'un produit. Donc on a tous en tête un petit peu les étapes du cycle de vie d'un produit. Donc ça va être potentiellement les matières premières pour les extraire, créer l'énergie, qu'on va ensuite utiliser pour les phases
de fabrication. Donc, on va fabriquer un produit qu'on va ensuite potentiellement transporter, utiliser. Et une fois qu'on l'utilisera, ce produit se trouvera en fin de vie. Donc ça, c'est un cycle de vie standard. Et quand on fait de l'éco-conception, on va essayer de réduire les impacts sur ce cycle de vie-là. Il faut savoir quand même que chaque produit a son cycle de vie. Donc là, on est sur des cycles de vie standards. En vrai, le transport est bien plus éclaté que ça. Il y a de la fabrication, mais il y a également de l'assemblage. Les matières premières peuvent rentrer un petit peu partout dans le cycle de vie. Enfin, après, l'une des premières étapes dans la logique d'éco-conception, ça va être quand même de bien définir le cycle de vie du produit en question pour pouvoir derrière travailler dessus. Donc ça, c'est la logique purement produit. C'est un peu plus compliqué pour le service. Pourtant, aujourd'hui, il existe des cycles de vie service. Je vais passer aussi brièvement dessus, mais à un moment donné, on réfléchit à un service. Quand on réfléchit à ce service, on va devoir acquérir des amortissements, des ordinateurs, des locaux, des machines à laver si on fait une laverie, enfin tout un tas d'éléments qui vont être utilisés pour la réalisation d'une multitude de services. Donc ça, c'est souvent la première étape du cycle de vie. Ensuite, on fait une phase d'accueil du client dans laquelle on va lui expliquer les différents services qu'on peut lui proposer et déterminer le service adapté à son besoin. Donc, ça peut être par des visuels, ça peut être de tout un tas de manières. Ensuite, on va acquérir des consommables. Donc, si j'ai une laverie, je vais utiliser de la lessive, je vais avoir différents entrants dans chaque service et chaque consommable sera associé uniquement à un service. Derrière, il peut y avoir toute une phase de logistique pour acheminer, par exemple, acheminer les lessives, les autres éléments liés à une laverie. Il y aura une phase de prestation, le moment où le client va venir et va directement mettre son linge, laver son linge et le récupérer. Et derrière, il y aura une phase d'entretien de l'ensemble, de maintenance et même d'entretien des amortissements, des machines utilisées pour le lavage, etc., etc. Donc là, on est sur un cycle de vie service. Et là, pareil, quand on fait de l'éco-conception, on va essayer de réduire les impacts environnementaux de ce service. Donc, une fois de plus, c'est un cycle de vie standard adapté à chaque cas, à chaque service d'entreprise. Une fois qu'on a cette vision cycle de vie, qu'elle soit service ou produit, on va essayer de réduire les impacts environnementaux, mais pas sur un seul sujet, mais sur plusieurs sujets environnementaux, sur plusieurs critères d'impact environnementaux. Donc, potentiellement, je vais essayer de réduire mes émissions de CO2, tout ce qui est impact écotoxicité, acidification, consommation de ressources rares. Enfin, il y a tout un tas d'impacts environnementaux et pas seulement le CO2 qui existe. Et donc, quand on fait de l'éco-conception, on va avoir une vision sur différents critères d'impact. Ça ne veut pas dire que je vais mesurer toujours tous ces impacts, mais ça veut dire que mes actions vont avoir pour objectif de réduire les impacts liés au CO2, mais d'autres impacts comme l'écotoxicité, l'acidification. Pour avoir un traitement global, on va dire le plus large possible des enjeux environnementaux. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, il est important d'avoir en tête une dernière notion sur le sujet environnemental, une notion importante. C'est d'éviter les transferts d'impact, d'éviter qu'une amélioration quelque part se répercute autre part. Un exemple assez simple pour un produit, j'ai une voiture classique thermique, essence ou diesel, je veux réduire son impact environnemental, je peux être amené à créer une voiture hybride. Lorsque je vais créer cette voiture hybride, je vais bien réduire l'impact de la phase d'utilisation, notamment les émissions de CO2, particules fines ou autres. Mais il faut être conscient que quand je vais aller vers cette voiture hybride, je vais mettre tout un tas d'intelligence dans le véhicule, de moteurs électriques, de batteries, qui vont engendrer un impact environnemental un peu plus important en phase de matières premières, d'extraction des matières premières, en phase de fabrication, mais également pour la gestion de la fin de vie du véhicule. Donc il faut être conscient de ça quand on fait de l'éco-conception. On ne pourra pas interdire les transferts d'impact, mais on va essayer de les éviter et de faire que de manière globale,
on réduise l'impact. C'est-à-dire que les pertes à certains endroits soient inférieures aux gains et que de manière globale, notre solution, elle permette réellement de réduire un impact environnemental. Donc, quand vous avez tout ça, vous avez compris la logique globale de l'éco-conception d'un point de vue technique environnemental. Vient s'ajouter à ça une dernière notion qui n'est plus d'ordre environnementaliste, mais plutôt d'ordre stratégique. Lorsqu'on veut faire de l'éco-conception, il faut être conscient qu'on va devoir faire des compromis, qu'on va devoir chercher des équilibres. Des équilibres entre, d'un côté, environnement, la réflexion environnementale que je viens de vous présenter, approche cycle de vie, etc., etc., et de l'autre côté, les autres contraintes métiers, les autres même opportunités métiers liées au coût, à la faisabilité technique, au temps de mise sur le marché, aux attentes clients, à la maturité des différentes technologies, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver une solution qui, d'un côté, permette de réduire l'impact environnemental, mais en plus, qui soit en corrélation avec les autres contraintes métiers. Je prends un exemple assez simple. Si je fais un produit ultra écologique et que je prends que la partie droite environnementale et que ce produit, du coup, j'arrive pas à le vendre et qui finit sur une étagère, il y aura pas d'intérêt environnemental. Donc du coup, l'idée, c'est de trouver le produit qui est peut-être un peu moins impactant qu'un autre, mais qui le remplace réellement sur le marché. Et c'est vraiment l'objectif. Et quand on parle de remplacer sur le marché, c'est important d'avoir en tête qu'on va devoir chercher la ligne, la voie, le chemin qui permettent de proposer des solutions, de développer des solutions qui soient réellement réalisables et qui derrière fonctionnent, soient mises en place sur des produits ou des services qui sont vendus derrière. Donc c'est vraiment une notion très importante de l'éco-conception, ce compromis ou cet équilibre qu'on va devoir trouver. Donc voilà un peu pour les bases de la logique éco-conception, pour comprendre ce qu'il y a derrière. Pour faire un petit point, rapide sur, la partie un peu économique qu'il y a derrière l'éco-conception. Donc il existe, plusieurs études sur les retours économiques de l'éco-conception. Études réalisées en 2008 sur un panel d'entreprises assez petit, puis 2 études réalisées en 2014 et 2020 sur un plus grand nombre d'entreprises, dans lequel on les questionne pour voir, est-ce que ça a été rentable? Est-ce que ça n'a pas été rentable? Sur quoi est-ce que vous avez travaillé? Derrière, quels ont été les retours en termes d'image, et cetera, et cetera. Donc je ne vais pas les passer en entier, hein, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à dire sur ces études. Je vais reprendre que quelques points. Déjà, l'étude de 2014, si on regarde celle-ci, donc c'était sur un panel, de 119 entreprises de différents secteurs d'activité et cetera et cetera. Vous pouvez, je pourrais vous redonner les liens vers ces études si vous le souhaitez. Heu, on constate que, sur 96 des entreprises qui ont répondu au questionnaire donc de ces 119 entreprises, l'éco-conception a eu un effet neutre ou positif sur les profits de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est assez rare, déjà, que ça fasse réduire les profits. De manière générale, quand même, pour 51 des entreprises, il y a un effet neutre, pas négligé, mais par contre, pour 39 plus 6 des entreprises, il y a une augmentation ou une augmentation importante, des profits liés à l'éco-conception. Donc voilà pour poser un petit peu des bases. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Souvent, les entreprises travaillent sur les matières premières parce que derrière, on va réduire les coûts en matières premières, en logistique ou autre. Il y a des gains qui sont faits également lorsqu'on travaille sur l'usage parce qu'on va intéresser le client et lorsqu'on travaille sur la fin de vie des produits, on va rentrer dans un contexte global aujourd'hui où, on nous pousse à bien gérer la fin de vie des produits. Donc, il peut y avoir des gains faits en plus sur chacune des étapes du cycle de vie d'un produit. Et il y a un intérêt, voilà, à avoir cette vision globale cycle de vie dans le contexte actuel. Et au-delà de ce qui est économique, de manière générale,
on a sur les études de 2014 et de 2020 des éléments qui nous disent que 62% des entreprises, donc ça c'est l'étude de 2020, 62% des entreprises ont constaté une amélioration de l'image ou de la notoriété de l'entreprise suite à ces démarches-là. 48% ont constaté une meilleure relation avec les clients. Donc, comme je disais, quand on travaille sur l'usage, on va travailler en lien avec les clients. Quand on travaille sur l'ensemble de l'environnement, on va potentiellement améliorer l'image de l'entreprise. 38% des entreprises ont constaté une augmentation de la motivation ou de la fierté des employés. C'est quand même intéressant d'avoir des employés motivés. 29% ont constaté une amélioration de la capacité à développer de nouveaux produits ou d'innover, c'est-à-dire de réfléchir sur chaque étape du cycle de vie, de comprendre les clients, voir comment fonctionnent les fournisseurs, voir quels sont les scénarios de fin de vie des produits. Enfin, toute cette culture sur le cycle de vie du produit va pouvoir aider à développer de nouveaux produits innovants pour potentiellement se démarquer de la concurrence. De manière générale, on constate une amélioration des relations avec les diverses parties prenantes, que ce soit les financeurs, les autorités réglementaires, les groupes environnementaux, etc., parce qu'on va se rapprocher de ces organismes dans la démarche. Et pour finir, les entreprises constatent une amélioration de la collaboration interservices, parce que quand on travaille sur toutes les étapes du cycle de vie, on doit mettre en synergie les différents services de l'entreprise. Je travaille sur la logistique, bah, je vais avoir le logisticien. Je vais travailler sur les matières premières, je vais avoir l'acheteur autour de la table. Je travaille sur la fin de vie, bah, j'aurai peut-être l'ingénieur QSE de l'entreprise. Et parfois, dans des petites structures, c'est une personne qui a toutes ces casquettes-là et qui va devoir se mettre en relation avec les différentes parties prenantes. Et pour bien finir sur le dernier, parfois, il y a une facilité à recruter du personnel derrière ces démarches-là, parce qu'aujourd'hui, ça intéresse les talents, les ingénieurs, les personnes qui souhaitent avancer sur ces sujets-là, à venir dans des entreprises qui sont réellement engagées. Et donc, cette démarche d'éco-conception peut aider à donner du concret avec cette vision produit de réduction ou service de réduction des impacts environnementaux. Donc voilà pour ce petit tour des retours économiques liés à l'éco-conception. Donc, ça peut être rentable. Derrière, il y a des améliorations en termes d'image, de travail avec les clients, motivation des employés. Donc, tout un tas de retours annexes qui peuvent mener à des innovations et potentiellement derrière de la différenciation par rapport aux concurrents. Donc voilà, pour ces bases-là. Je ne sais pas si, tu avais vu quelques remarques, jusqu'à maintenant, questions, dans le chat, auxquelles je peux peut-être répondre tout de suite ou on va voir si je continue? Pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc tu peux continuer, Florian. Super, merci. Merci. Donc pour illustrer, derrière cette logique cycle de vie, bah, voilà, on va comprendre le cycle de vie, on va connaître, maîtriser un peu plus. Et derrière ça, c'est des vraies logiques d'innovation qui peuvent se mettre en œuvre ou rester dans de la simple amélioration de produits. Pour vous montrer ça, je vais essayer de vous expliquer brièvement ce qu'est un produit éco-conçu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez compliqué de dire, bon, bah, si on réduit de tant pour cent les impacts environnementaux pour ce produit, bah, il est éco-conçu. Non, il n'y a pas de règle qui dit il faut rentrer dans ce cadre-là pour être éco-conçu. Je veux dire pour la majorité des produits ou des services. Après, il y a certains sujets où parfois il y a des labels, des choses qui existent pour dire qu'il y a une certaine exigence qui est atteinte, mais c'est des cas particuliers. De manière générale, c'est compliqué de déterminer une règle valable tout le temps. Du coup, ce qu'il est fait habituellement par tous les experts sur ces sujets-là, c'est de différencier l'éco-conception en niveaux. Et donc là, pour le niveau, je vais avoir un mélange entre du produit et du service. Vous allez le voir, c'est pas tranché entre ces deux logiques que je viens de présenter jusqu'à maintenant. Donc, quand on fait de l'éco-conception, on peut faire de la simple amélioration de produits.
d'optimisation du quotidien, optimiser les coûts de fabrication, enfin, il y a tout un tas de logiques du quotidien où on va optimiser les achats, on va peut-être voilà, choisir des matériaux qui seront un petit peu plus adaptés à la fin de vie, des choses comme ça, mais en restant dans la simple amélioration du quotidien. On peut aller un peu plus loin en faisant du niveau 2 et de la vraie reconception de produits où on remet en question des fonctions, on remet en question un peu plus dans le détail le produit pour réellement le reconcevoir et pas faire de la simple adaptation. Donc ça, c'est le niveau 2. Niveau 3, on peut aller vers des vraies innovations où on va se dire: «Bon, bah, on veut laver, on veut proposer un système qui permette de laver les vitres d'une voiture». Bah, plutôt que de proposer un lave-vitre, classique dans un bidon, bah, je vais proposer une pastille de liquide lave-vitre qui va être diluée derrière, pour pouvoir laver les vitres de ma voiture. Donc du coup, c'est totalement une fonction différente, un produit totalement différent qu'on va proposer à un client qui ne sera peut-être pas prêt, pas encore prêt. Du coup, il va falloir derrière, accompagner ces innovations par des efforts marketing ou autres. Mais en tout cas, on va basculer dans l'innovation avec des réflexions vers des produits qui vont vraiment bouleverser, l'univers habituel, du produit. Je vais vous redonner des exemples et on peut aller vers le niveau 4 où on va aller vers des vraies, propositions de services associés à des produits. Donc on va plus forcément vendre des produits, mais bien un service dans le but de réduire les impacts environnementaux d'un produit qui sera utilisé. Donc je vais reprendre un exemple assez basique, hein. Une voiture, bon voilà, j'ai ma 4L. Cette 4L, si je veux, l'améliorer, bah, je vais peut-être passer, à une Twingo. Optimisation, des matières, optimisation, intégration de matières recyclées, optimisation du rendement énergétique du véhicule pour qu'il consomme moins, mais on reste globalement sur un moteur, thermique. L'utilisateur va utiliser sa voiture de la même manière, il y aura des petits changements d'usage, mais ce ne sera pas non plus, ultra changeant. C'est quand on va vers le niveau 3 où là, on va faire des réelles innovations et par exemple, proposer un véhicule électrique à la place d'un véhicule thermique, c'est une vraie innovation qui peut bouleverser l'univers du client. Plutôt que d'aller faire son plein à la pompe, bah, il va devoir aller le faire dans une borne. Du coup, il aura pas les mêmes autonomies, le véhicule ne va pas se conduire de la même manière. Derrière, c'est une vraie innovation et derrière, il y a potentiellement des gains environnementaux qui sont plus forts en allant vers ces innovations. Et lorsqu'on va au niveau 4, eh ben, on peut proposer des vraies innovations de système, voilà, proposer des services de location de véhicules, de mise à disposition de véhicules, et cetera, et cetera. Donc on va de quelque chose de très simple avec des gains environnementaux. Donc vous voyez l'éco-efficacité qui est située sur la gauche, qui peut être assez faible pour les simples améliorations. Et plus on va vers de l'innovation, plus on va vers du niveau 4, et ben plus on peut avoir derrière des gains environnementaux importants et à voir comment ça se met en œuvre concrètement pour un produit donné. Donc voilà, pour ce point-là. Donc on a fait, le sujet de l'éco-conception. Qu'est-ce que c'est? Les retours économiques en très rapide. J'ai montré qu'on pouvait aller de la simple amélioration vers des vraies innovations qui changent, l'univers du client, qui peuvent permettre de se démarquer, pourquoi pas. Derrière, ce que je vous propose, c'est un petit retour d'expérience de la société EDAFIM, avec qui on a mis en œuvre, en 2019, on a commencé, par la réalisation d'un diagnostic éco-conception afin que l'entreprise se lance dans cette thématique-là. Donc vous verrez l'interview, du dirigeant, donc Alain Auger, mais également d'une personne du bureau d'études, qui nous montre, voilà que, c'est un petit monde, par exemple, qui est le monde de l'univers de la fontaine à eau, heu, bah, faire de l'éco-conception, ça peut avoir du sens, ça peut permettre des vraies innovations, ça peut permettre également de se démarquer. Vous allez voir ce que l'entreprise a ressorti d'un diagnostic, sur quoi elle se projette
à 2, 3, 4, 5 ans. Donc je vais vous passer une petite vidéo pour que, vous voyez tout ça. Alors, pour la vidéo, est-ce que tu as vu des questions, Benjamin? Non, tout paraît très clair pour l'instant, pas de questions. OK. Du coup, si je lance ma vidéo, donc là, elle doit s'afficher, c'est ça? C'est bon, on la voit. Yes, et ben, je lance. Donc nous avons décidé de tout passer en injection en France avec des matériaux recyclés post-consommateurs. Alors donc on a eu un peu plus de mal pour la mise en œuvre, mais au final on a des résultats qui sont aussi beaux avec des matériaux recyclés. Et du coup nous avons pris la décision de ne faire plus que des pièces plastiques recyclées, recyclables. Donc là nous avons la partie inférieure, alors qui était une pièce par le passé très épaisse, très solide. En rajoutant simplement quelques nervures bien placées, nous avons conservé la même rigidité. Nous avons donc du coup une pièce qui est 2 fois plus légère, qui consomme 2 fois moins de plastique, qui n'a absolument aucun insert rajouté. Donc une fois qu'elle sera en fin de vie broyée, le plastique sera à nouveau récupéré pour être à nouveau recyclé et refaire encore un tour de plus. On utilisait actuellement un gaz qui était très connu, très standard, le R134A, qui avait un très fort pouvoir de réchauffement planétaire. Du coup, nous avons décidé de changer nos fluides. Nous sommes en train de travailler dessus. Ces nouveaux fluides, qui seront des isobutane, isopropane, auront un très faible pouvoir de réchauffement planétaire. La méthode du bilan produit de l'ADEME qui nous a été déroulée par le pôle éco-conception nous a permis de valider par exemple l'importance de la performance énergétique de nos fontaines. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun concurrent, aucun fabricant en Europe qui se préoccupe de la consommation énergétique des fontaines. Nous sommes sans doute parmi les premiers où nous allons bénéficier de 2 grosses aides qui vont arriver. Nous sommes lauréats d'un appel à projet de Eurapeps pour la reconception d'une nouvelle gamme de produits et qui va donc se faire au cours de l'année 2021, et de façon plus importante encore, pour nous aider à nous introduire sur le marché de la location des fontaines. Nous sommes également lauréats d'un appel à projet du gouvernement français au travers du BioVallée qui va nous permettre d'accéder à un renforcement de nos fonds propres par l'État français pour pouvoir plus facilement financer l'effort de mise sur le marché de fontaines en location. Ça a été le point de départ d'une démarche qui maintenant nous a permis de structurer une vraie approche construite autour de plusieurs programmes d'action technique. La première, ça a été l'abandon du plastique vierge dans toutes nos nouvelles conceptions. La deuxième approche va être le changement de gaz réfrigérant. La troisième approche, ça va être l'amélioration de la performance énergétique de nos fontaines, de la consommation énergétique de nos fontaines, qui va nous amener à devoir investir dans des nouveaux procédés d'isolation. La quatrième chose qui est en route maintenant et qui est déjà en partie déployée, ce sont des kits de reconditionnement pour permettre en cours de vie à nos fontaines d'être rénovées et donc durer plus longtemps. Et la dernière grosse étape sera de nous lancer dans l'économie de la fonctionnalité, en clair, louer des fontaines que nous pourrons reconditionner, revendre en usine pour les remettre sur le marché chez de nouveaux clients. Donc sur le départ, je pensais que ça allait plutôt nous coûter, plutôt que ça nous rapporterait. Mais le choix a été fait de nous engager dans l'éco-conception. Par contre, on s'est déjà rendu compte que rien que sur l'action plastique recyclée qu'on a généralisée dans toutes nos pièces plastiques, c'est devenu très rentable. On arrive à des taux de rentabilité de relocalisation de la Chine vers la France de l'injection plastique, des taux de retour d'investissement sur 18 mois. Alors, si vous êtes intéressé par l'éco-conception, nos avancées sont très modestes, mais comme le disait Sénèque, je crois, il n'y a jamais de vent favorable pour un marin qui ne sait pas où il veut aller. Et donc, à partir du moment où on a bien défini un certain nombre d'actions, je crois que l'éco-conception est réellement accessible à toute entreprise. Il n'y a pas nécessairement besoin d'être une grosse entreprise avec un service développement durable. Même une PME qui n'a pas de service qualité, mais qui a un bureau d'études, qui a une usine, peut faire de l'éco-conception. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. C'est une entreprise, voilà, ardéchoise qui s'appelle Edafim. Donc vous l'avez vu, vous avez vu son dirigeant qui vous parlait un petit peu de la structuration de l'éco-conception dans l'entreprise, les différentes actions.
Ce qui est intéressant derrière, c'est que chaque action a son intérêt peut-être plus économique pour les matières recyclées. Par contre, après, lorsqu'ils vont aller vers les systèmes de mise à jour, comment dire, de réparation des fontaines, même derrière, vers l'économie de la fonctionnalité, où ils vont louer des fontaines avec un vrai service derrière, il peut y avoir une vraie manière de se démarquer de la concurrence. Donc, il faut savoir, voilà, l'éco-conception, on peut aller vers des choses simples qu'on peut faire. On peut également mettre des choses un peu plus complexes, à moyen, long terme, et même un projet de développement, voilà, sur 10, 15 ans, où derrière, il y a une vraie démarche de fond dans l'entreprise pour aller vers des vraies innovations et des différenciations. Donc, en fait, chaque entreprise, par rapport à son contexte, son investissement, va pouvoir trouver le curseur qui correspond voilà, à son besoin, à sa situation actuelle. Donc, si je reprends la société d'Afim, donc on a vu, ils vont intégrer de la matière recyclée dans les produits plastiques, fabriqués en France également. Derrière, pour allonger la durée de vie des produits, il y aura des kits de reconditionnement avec des gains environnementaux derrière, voire même peut-être de la location à l'avenir, mais c'est à plus long terme. Des modifications des systèmes froid, chaud et des différents isolants pour réduire la consommation d'énergie. Substitution des gaz frigorigènes et anticipation de futures réglementations, j'ai mis plutôt sur la fin de vie. Et de manière globale, l'entreprise, pour avancer sur ces sujets-là, a répondu à des financements ADEME ou TIGA également, donc plutôt des financements nationaux, pour l'aider à avancer dans ce sujet-là et à se structurer. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience. Ce que je vous propose, c'est de finir par, pour cet exemple, de reprendre un peu la démarche d'éco-conception, de vous expliquer la démarche d'éco-conception et de faire le lien un peu avec ce cas d'entreprise. Donc, une démarche d'éco-conception, c'est différentes étapes. Voilà. On va avoir différentes étapes pour arriver d'une situation A à une situation B. Donc, de manière générale, on a 6 étapes. L'étape A, on cadrera la démarche. L'étape B, on fera une évaluation d'une situation de référence. L'étape C, on recherchera des pistes d'éco-conception. L'étape D, on décidera quelles pistes d'éco-conception on mettra en œuvre. Ensuite, on fera une évaluation environnementale par rapport à une situation de référence. Et puis, au final, on communiquera. Ça ne veut pas dire qu'on doit respecter précisément ces étapes. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut aider à se structurer pour avancer dans l'éco-conception et avancer de la meilleure des manières possibles. Et chaque entreprise s'approprie la démarche par rapport à son processus de conception. Parfois, il n'y a pas de processus de conception, c'est plus de l'achat ou autre. Ils vont devoir s'adapter avec leur levier à eux, mais en gardant un peu cette logique là. Déjà, il y a une phase de cadrage où on choisit un produit, on dimensionne l'éco-conception. Donc là, dans le cas des DAFIM, il a fallu voir comment se positionner les concurrents. Est-ce qu'ils parlent de performance d'usage? Est-ce qu'ils n'en parlent pas? Etc. De voir quelles étaient les capacités en interne de l'entreprise, les opportunités, pour essayer de voir ce que l'entreprise allait réellement être en mesure de mettre en œuvre. Ses moyens et ses opportunités liées à ce sujet-là. Derrière, Monsieur Auger a évoqué l'utilisation de la méthode bilan produit de l'ADEME qui a été déroulée, qu'on a déroulé sur cet accompagnement. En fait, on a utilisé un outil d'évaluation environnementale pour quantifier là où se situent les principaux enjeux environnementaux. Donc, si vous regardez ce tableau, c'est plutôt ce tableau recense les outils d'éco-conception d'un point de vue capacité d'évaluation et de l'autre côté, d'un point de vue capacité d'amélioration, donc en ordonnée. Et donc, les outils plus utiles pour faire de l'évaluation environnementale, c'est les outils en bas à droite. L'analyse de cycle de vie, l'analyse de cycle de vie simplifiée, et puis d'autres outils liés à ça. Donc, on va se concentrer là-dessus. Si on prend par exemple une fontaine à eau,
Donc ça, là, ce n'est pas leur fontaine à eau, hein, parce que c'est des choses qui sont confidentielles, hein. Mais je prends une fontaine à eau. Une fontaine à eau, c'est en gros une durée de vie de 10 ans. C'est en gros 20 kg d'acier ou d'inox, c'est 5 kg de cuivre, c'est 600 km de camion pour la livraison, c'est 4000 kWh d'usage. C'est derrière un scénario fin de vie que nous, on a pris 100% enfouissement en prenant l'idée la plus pessimiste. Donc en fait, quand on fait de l'évaluation environnementale, on va déterminer quel est le cycle de vie de notre produit et qu'est-ce qu'il y a dedans. Une fois qu'on a déterminé ça, notre objectif de notre étude, là, c'est de savoir où se situent les principaux enjeux environnementaux. On va entrer ces informations dans un logiciel et essayer d'en ressortir là où se situent les principaux enjeux environnementaux. Et donc, par exemple, là, on a toute une série d'indicateurs, changement climatique, eutrophisation, effets respiratoires, appauvrissement de la couche d'ozone, enfin, toute une série d'indicateurs environnementaux sur la partie gauche. Et ensuite, au niveau des couleurs et des diagrammes, on voit les impacts des phases de fabrication, distribution, utilisation, fin de vie. Et on voit qu'il y a une grosse part à la phase d'utilisation du produit, un impact un peu plus inférieur sur la phase de fabrication. Et au final, sur la distribution emballage, on ne voit quasiment pas trop parler d'emballage. Et la fin de vie, on ne voit pas trop, il n'y a pas beaucoup d'impact. Voilà, selon le scénario qu'on a pris. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre cette étude précisément, mais c'est plutôt de vous expliquer quelle est la logique de l'évaluation environnementale. On fait ça pour essayer derrière d'interpréter et d'orienter l'éco-conception dans l'entreprise. Derrière, on va rechercher des pistes d'éco-conception, donc plutôt utiliser les outils qui se situent en haut à gauche de ce graphique. Les guidelines, les guides, les écolabels, les listes de substances, les checklists. De manière assez simple, l'une des checklists la plus simple à utiliser, c'est la roue des stratégies d'éco-conception qui nous donne des axes d'éco-conception pour un produit. Et on va se dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire sélectionner des matériaux ayant le moindre impact? Pour notre fontaine à eau, c'est de la matière recyclée. Qu'est-ce que ça veut dire réduire les impacts environnementaux en phase d'utilisation? Pour notre fontaine, c'est optimiser l'isolation des systèmes chauds et froids afin de réduire les consommations. C'est peut-être également changer de gaz frigorigène. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser la durée de vie de notre produit? Là, c'est des kits de reconditionnement pour ce produit-là. Donc, on peut sortir ces idées-là grâce à un outil d'idéation. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec cette entreprise-là. Derrière, on va essayer de décider, de dire, bon, je vois le gain environnemental lié à cette piste d'éco-conception. On va pouvoir quantifier, dire, bon, changer de gaz, qu'est-ce que j'y gagne? Passer à des matières recyclées, qu'est-ce que j'y gagne? Je vais pouvoir estimer ça avec mes outils de calcul. Et derrière, je vais challenger tout ça par rapport aux autres contraintes de l'entreprise. Est-ce que c'est intéressant pour le client d'avoir une machine qui est reconditionnée, qui va durer plus longtemps? Est-ce que c'est intéressant de l'avoir de la matière recyclée? Est-ce que c'est valorisable? Derrière, est-ce que c'est des coûts plus importants, etc., etc. On va analyser ça pour derrière déterminer un petit peu le plan d'action que M. Auger vous a présenté. C'est-à-dire, nous, pour ce cas-là, du coup, on a vu ces 5 modes d'action, on a identifié qu'ils étaient possibles pour nous, on a vu les contraintes et les avantages, et maintenant, on va se lancer dans le développement de ces pistes. Donc là, quand on fait ça, c'est dans la phase de décision, où on décide ce qu'on va faire réellement. Et au final, une fois qu'on a mis tout ça en œuvre, on peut reprendre le produit final et l'analyser par rapport à une situation de référence et voir si notre situation finale est bien mieux que notre situation de référence, si le produit, on l'a réellement amélioré. Donc voilà, on déroule comme ça la logique d'éco-conception. Et pour finir, on communique. Et là, la communication, il y a différents types de communication. C'est lié à des normes, il y a des règles liées à la communication. Et donc ça, selon les entreprises, parfois on passera par des labels, parfois on utilisera des systèmes d'affichage environnementaux, des profils environnementaux. Et très, très souvent, on réalisera de l'autodéclaration, mais on essayera de bien faire notre autodéclaration.
Donc, c'est tout ce qui n'entre pas dans les autres types de communication, l'autodéclaration. Donc, il y a ça qui existe, c'est normé, c'est cadré, et les entreprises qui se lancent dans l'éco-conception, elles utilisent les types de communication qui correspondent à leur type de produit, qui sont possibles selon leur type de produit. De manière générale, s'il faut dire une chose sur la communication environnementale, c'est que si on veut tendre vers l'irréprochabilité, il faut que mettre en avant l'efficacité d'usage d'un produit, parler de sujets pertinents de manière exacte, en apportant des preuves et donc de manière vérifiable, ne pas tromper le consommateur avec des phrases avec des ambiguïtés, et avoir un ton humble. Donc si on respecte ces règles qui proviennent en grande partie des normes, on arrive vers une certaine irréprochabilité. Donc ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte dans la logique d'éco-conception, de dire, bon, bah, déjà, comment est-ce que je vais valoriser cette démarche-là, comment je vais pouvoir me différencier grâce à cette démarche-là. Donc voilà pour le tour de l'éco-conception. Il reste plus que, voilà, à vous expliquer peut-être qu'il existe des financements pour se lancer dans l'éco-conception. L'un que je passerai très rapidement dans le cadre du programme régional PRIME, donc programme régional d'innovation et de management par l'éco-conception, qui existe depuis 2015. Il y a la possibilité de réaliser des diagnostics éco-conception. Donc le diagnostic, c'est un peu comme l'a fait la société EDAFIM. Derrière, on fait une analyse du contexte pour voir s'il y a des signaux à se lancer dans la démarche, des capacités pour l'entreprise à se lancer. On va voir où se situent les enjeux environnementaux du produit, donc faire une première analyse de cycle de vie simplifiée, une quantification des impacts environnementaux de manière simplifiée du produit. Derrière, on va chercher des axes d'amélioration d'éco-conception et essayer de en ressortir, comme l'a fait M. Auger, des programmes d'action qui seront pour le développement du produit à l'avenir. Donc de dire, bon, il y a ces sujets-là à court terme, à moyen terme, à long terme. Derrière, il y a ces financements associés pour que l'entreprise avance réellement dans l'éco-conception et développe des produits éco-conçus. Donc ça, c'est des financements qui existent, qui reprennent ce que je viens de vous dire. Ces accompagnements, dedans, il y a une phase d'initiation où on réexplique plus précisément ce que c'est que l'éco-conception. Il y a une journée de travail collaborative avec une équipe projet pluridisciplinaire pour commencer à créer cette feuille de route d'action éco-conception en quelque sorte. On construit tout ça avec des échanges entre l'entreprise, le référent et nous. Et derrière, on propose une synthèse des résultats pour que l'entreprise avance réellement sur cette thématique-là. Et donc aujourd'hui, il y a des financements qui existent, donc notamment un chèque de 5 000 € qui peut être débloqué du côté de l'ADEME pour toute enveloppe projet supérieure à 6 250 €, donc constituée d'un diagnostic. Dans ces 6 250 € d'enveloppe projet, il y a l'intervention du prestataire et du temps interne. Donc ça reste une phase de diagnostic, un diagnostic premier niveau, avec un taux d'aide derrière de 80% et un reste à charge qui est assez faible, voire quasiment parfois inexistant. Donc voilà pour ce tour. Je ne sais pas s'il y a des remarques, des questions sur cet ensemble-là, avant qu'on passe également à la présentation des autres accompagnements possibles pour vous. Benjamin, est-ce que tu vois des questions? Non, il n'y a pas de questions dans le chat. N'hésitez pas sinon aussi à prendre la parole si vous souhaitez. En attendant, je peux peut-être présenter le programme assez rapidement, comme ça on peut avoir un temps d'échange de quelques minutes à la fin pour respecter notre horaire de midi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Florian.
Ouais, bah, du coup, on Ouais, laisse lever la main ou écrire dans le chat et puis oui, on peut avancer et on attend vos questions. tout à fait. Donc, je vais vous présenter assez rapidement le programme d'accompagnement éco-conception que nous menons au sein du MEDEF Aura, en partenariat avec l'ADEME, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le pôle éco-conception. Donc, en fait, c'est un programme qui est à la carte. On a une phase pour commencer de sensibilisation, où en fait, on retrouve des conférences thématiques, des webinaires. On a ensuite une phase de formation avec ce qu'on va appeler la caravane de l'éco-conception, c'est-à-dire que on va parcourir le territoire de la région à la rencontre des entreprises sous forme de groupes de 10-15 entreprises et nous animerons des ateliers sur une demi-journée. Ensuite, on a une phase d'accompagnement. Donc là, le but, c'est vraiment d'accompagner votre démarche éco-conception auprès des aides de l'ADEME. Et ensuite, on a en fin d'année, au mois de décembre, ça va arriver vite, le trophée de l'éco-conception qui viendra récompenser les meilleures entreprises dans la matière. Donc pour entrer un petit peu plus dans les détails, mais voilà, pas trop non plus, on a des webinaires. Là, la phase de sensibilisation, c'est la phase dans laquelle on est en ce moment même. Donc des webinaires voilà, de 45 minutes, 1 heure à peu près, on essaie de respecter ce timing-là. On a des conférences thématiques également sur plusieurs secteurs d'activité. On a la caravane de l'éco-conception, comme je vous l'ai expliqué juste avant, qui est sur une demi-journée où on parcourt l'ensemble du territoire. Et on a une phase d'accompagnement individuel d'à peu près 1,5 jours, où vraiment, là, on est vraiment dans une phase où on vous accompagne de manière assez personnalisée et où on vous aide à monter vos dossiers auprès de l'ADEME. Donc voilà, pourquoi participer au programme? Ça permet, comme aujourd'hui vous le faites, c'est de s'informer et de se former à l'éco-conception, à cette démarche. C'est de profiter des synergies et de la co-construction. Donc ça permet aussi d'échanger voilà, avec des autres entreprises, de faire des rencontres. Et c'est bénéficier de conseils d'experts comme Florian Ribeiro, ici présent. Ensuite, le coût pour l'entreprise, il n'y a aucun reste à charge. C'est un programme qui est 100% gratuit pour les entreprises. Donc, pour vous tenir au courant, vous allez recevoir d'autres communications dans les jours à venir. On va tenir un webinaire le 25 mars sur les mêmes horaires. Là, on sera sur le thème du management environnemental. Et ensuite, on aura un second webinaire qui est pour le moment le 31 mars, mais c'est pas sûr, on vous tiendra au courant, sur les sources de financement à l'éco-conception. Donc là, Florian, il a déjà commencé à aborder certaines questions, soulever certaines sources, mais l'ADEME interviendra lors de ce webinaire. Et on aura également, au cours du webinaire du 25 mars, pour préciser, une entreprise qui interviendra qui a lancé une démarche dans l'éco-conception. Donc, nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons que vous aurez des questions et qu'elles seront nombreuses. Merci à vous. N'hésitez pas à prendre la parole via le chat ou directement par le micro. Merci. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Ce n'est pas une question, mais merci à vous. Merci à vous. S'il y a des remarques ou autres, n'hésitez pas sur la présentation, quelque chose qui a été pas compris, des sujets particuliers sur lesquels vous voulez plus d'informations. Ok. Donc aujourd'hui, nous étions sur un webinaire très général avec la thématique de l'éco-conception dans son ensemble. Lors des 2 prochains, voilà, ce sera un peu plus spécifique avec voilà, d'autres intervenants.
Et Florian Ribeiro sera parmi nous pour notre 3e webinaire également. Donc, pour peut-être redire aussi quelque chose pour éclaircir, Benjamin sera votre contact si vous avez besoin de lui. Il pourra répondre à toutes vos questions sur les sujets, sur le premier niveau de diagnostic, sur qu'est-ce que le programme peut vous apporter. Hein, c'est ça? Tu le laisseras tes coordonnées? Je valide. Je veux bien que tu mettes la slide de mes coordonnées pour finir, comme ça. Ouais, on met directement. Ouais. Voilà, tout le monde pourra les voir. Sinon, c'est à l'intérieur du mail que vous avez reçu pour l'invitation d'aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, vous avez ce premier niveau que vous pouvez échanger, voilà, pour participer à des ateliers ou autres. Et s'il y a vraiment, faut vraiment qu'il y ait quand même un besoin identifié pour aller vers le diagnostic que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est quand même un investissement, du temps, même s'il y a des financements derrière. Donc ça peut être dans un second volet, dans un second temps, sauf si aujourd'hui vous êtes prêt. Enfin voilà. Donc il y a ces deux niveaux. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Et juste pour terminer, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Les coordonnées s'affichent à l'écran. Et nous pouvons convenir d'un rendez-vous. Ce sera au moins plus personnalisé. Puis vous pouvez m'expliquer vos projets de démarche éco-conception. Et ce sera avec grand plaisir. Merci à tout le monde. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Puis on vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.